Madame, Monsieur, bonsoir. France-Algérie et visite du président algérien à Moscou au menu du débat de ce soir. La visite du président algérien, troisième du genre, en 61 ans à Paris, est une nouvelle fois reportée. Certains évoquent maintenant son annulation. Mais ce n'est pas tout. Des réminiscences d'un passé lointain refont surface. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes, prépare-toi. Ceci est une phrase du couplet de l'hymne national algérien qui vient d'être rétabli par décret par le président algérien himself. Un couplet clairement et sans équivoque hostile à la France. Et visiblement, la question de la mémoire de la colonisation de l'Algérie par la France au XIXe siècle, ainsi que la guerre d'Algérie 54-62, est toujours d'actualité. Pourquoi ? Pour quel motif le régime algérien s'obstine-t-il malgré les opérations de séduction de l'Hexagone, président et gouvernement inclus ? Faisant fi des violations des droits de l'homme en Algérie, Paris et l'UE d'ailleurs privilégient les considérations économiques, mais le régime d'Alger préfère la défensive. L'ouverture du débat sur l'accord de 1968 en France a-t-elle rouvert la plaie ? Comment expliquer le timing de la révision de l'hymne algérien qui intervient à la veille de la visite du chef du palais d'Al-Mouradia en Russie ? Moscou, rappelons-le, étant de fait le premier fournisseur d'armes pour l'Algérie. Et comment la guerre en Ukraine peut-elle renverser la donne ? Réponse en compagnie de nos experts. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA, Nabil Adel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Nous avons également avec nous le président de l'association marocaine de sciences politiques. Il est également professeur à l'université Mohamed V de Rabat Agdal, professeur Hamid Benkhattab. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau également. Alors, messieurs, la guerre battant son plein en Ukraine, le président algérien se rend à Moscou. Les objectifs de cette visite, Nabil Adel. Écoutez, aujourd'hui, il y a une reconfiguration des cartes de puissance depuis que M. Poutine a décidé de changer les règles du jeu en Europe en voulant changer la carte de force. Il y a un consensus entre les pays qui ont remporté la Deuxième Guerre mondiale, comme quoi s'il doit y avoir un changement de la carte d'Europe, ça doit se faire suite à un consensus. M. Poutine a violé ce consensus et donc il emmène avec lui beaucoup de pays dans son camp. Alors si certains pays affichent une solidarité prudente, telle que la Chine, qui se contente de la rhétorique mais rien dans les faits, d'autres pays se retrouvent embarqués. Bon, après, ça dépend de la puissance, parce que la Chine, ce ne sont pas d'autres pays. Écoutez, en matière de relations internationales, personne ne peut imposer quoi que ce soit à un autre pays si ce pays n'est pas consentant à un certain degré. Donc je ne vois pas que peut faire M. Poutine pour faire autant peur à l'Algérie pour qu'il le suive dans une aventure qui est perdue d'avance. Mais aujourd'hui, il faut savoir que dans cette configuration, ce sont les vieux démons de l'Algérie qui remontent. L'Algérie qui n'est jamais sortie de la guerre froide, et pour elle, la Russie, c'est l'héritière de l'Union soviétique, sachant que ça n'a absolument rien à voir, ce sont deux régimes complètement différents. C'est cette ascendance, à part la géographie. En fait, dont je faisais allusion dans mon interpellation, dans le sens où il y a quand même cette ascendance russe sur l'Algérie historiquement et de fait aujourd'hui aussi. C'est pour ça que c'est incomparable à la Chine, c'est dans ce sens-là. Oui, vous avez raison, mais aujourd'hui, personne aucune puissance ne peut imposer à l'Algérie, à quelques degrés bien sûr, mais aujourd'hui l'Algérie fait un pas volontaire vers la Russie. Ce n'est pas un pas vers lequel elle est poussée. Voilà, donc elle fait un pas volontaire, parce que quand même, ce sont les vieux démons du passé. L'Algérie, le régime algérien n'est pas vraiment sorti de la guerre froide. Pour lui, la Russie, c'est l'héritière de l'Union soviétique, sachant que ce sont deux régimes complètement différents. Il y a beaucoup plus de capitalisme en Russie que dans beaucoup de pays occidentaux aujourd'hui, même si c'est un capitalisme d'État. Donc aujourd'hui, les objectifs de cette visite, je peux parier que même M. Tebboune ne les connaît pas. Donc aller vers un pays qui est en guerre, contesté par la communauté internationale, qui a fait une agression contre un pays membre de l'ONU, un pays qui ne l'a jamais menacé, qui n'a jamais même tenté le moindre coup de déstabilisation, aller le voir dans ces conditions, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Et si vous voulez mon avis, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à lire la politique étrangère algérienne parce que tantôt, il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup de réactions. Il n'y a pas un cap clair dans lequel elle s'inscrit. C'est très court-termiste. C'est très court-termiste et puis surtout, c'est très émotif.
tantôt c'est le grand amour avec un pays, le lendemain, sur le moindre petit fait, ça bascule du tout au tout. L'avancée du Maroc qui est pour quelque chose, ça rend de plus en plus l'Algérie fébrile et nerveuse. Et aujourd'hui, même les cartes d'alliance pour l'Algérie ne sont pas claires. Donc, monsieur Tebboune va en Russie. La Russie, qui aujourd'hui ne peut plus offrir grand-chose, elle-même a besoin d'armes, puisque le gros lien qui lie l'Algérie à la Russie, c'était les armes. Aujourd'hui, même la Russie a besoin d'armes. Donc, ce sont les vieux démons. C'est le troisième client dans le monde des armes russes, quand même. Oui, c'est un bon client. Oui. C'est un bon client pour l'armement russe, mais aujourd'hui, si l'Algérie compte sur la Russie pour changer la donne en matière d'armement dans la région, elle se trompe de destination. Okay, et donc, c'est aujourd'hui, je pense que même M. Tebboune ne sait pas pourquoi il va en Russie. C'est pour ça qu'on en discute aussi aujourd'hui. Peut-être qu'on va découvrir ce qu'il ne sait pas encore. Hamid Ben Khattab, peut-être un commentaire sur d'abord les attentes, les enjeux de cette visite du président algérien à Moscou. L'Algérie, le régime algérien est pris dans un piège historique, celle d'une vision binaire du monde. Avoir raison ou non. Donc pour eux, le monde est divisé en deux. Il y a ceux qui ont raison et ceux qui n'ont pas raison. L'Algérie compte parmi les pays qui ont raison. La Russie, idem. Le problème qui se pose, c'est que les Algériens sont incapables de voir le monde dans toutes ses couleurs. C'est ça le problème. Et l'Algérie actuellement, le régime algérien est pris à la gorge par la crise pétrolière. Il faut savoir que la manne pétrolière et gazière va se terminer bientôt. L'Algérie ne sera plus, d'ici 2 ou 3 décennies, une puissance d'hydrocarbures, d'exportation des hydrocarbures. Et d'ailleurs, le vrai problème qui surgit actuellement au sein du régime, c'est comment sortir de l'ère des hydrocarbures. Et l'Algérie est incapable, justement, de trouver une solution de rechange, sachant bien qu'il manque terriblement d'investissement dans le secteur. Donc, ce que fait actuellement Tebboune, il cherche désespérément le financement de cette sortie des hydrocarbures. Chose qui... Le financement, est-ce qu'il peut... Il est allé chercher Bon, certainement pas des armes, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Voilà. Est-ce que la Russie est en mesure de fournir des armes aujourd'hui à l'Algérie? Il est allé chercher aussi des armes, parce qu'il faut savoir que le partenariat algéro-russe se base essentiellement sur les hydrocarbures et sur l'armement. Oui, mais l'armement, la Russie en a besoin dans sa guerre contre l'Algérie l'Ukraine. Aussi, le régime algérien aussi. Et c'est là où il y a vraiment un problème. Pourquoi? Parce que la France, actuellement, il y a énormément de problèmes avec la France et Tebboune est incapable, le président Tebboune est incapable de régler ces problèmes. Justement, ces vieux démons historiques de la colonisation qui ne permettent pas, ne facilitent pas l'amour, n'est-ce pas, déclaré entre les deux régimes. Le problème maintenant, il n'a pas d'autre allié qu'il n'a pas d'autre solution que de se tourner vers la Russie. La Russie est en pleine crise, en plein isolement international. L'Algérie ne fait pas mieux. Hein, mais exactement. Et d'ailleurs, Tebboune lui-même le dit clairement à Poutine lors de leur rencontre. Il lui dit tout simplement qu'il jure fidélité à la Russie, que la Russie a été toujours l'ami et l'allié stratégique de l'Algérie et qu'il est là justement pour réactiver cette alliance stratégique de longue durée. Et l'armement, figurez-vous, l'armement compte essentiellement dans le discours du président algérien. Pourquoi? Parce que pour lui, il suppose il le dit clairement, que c'est grâce à la Russie que l'autonomie et l'indépendance de l'Algérie est maintenue et que la stabilité du régime politique algérien était possible. Ça dépend de quelle indépendance, parce qu'elle reste très dépendante de la Russie. Hein. Voilà. Après, c'est juste une question de dépendance vis-à-vis de qui. Et nous allons venir à cette indépendance et notamment à cette relation de « je t'aime moi non plus » entre la France et l'Algérie. Dans quelques instants, vient de se joindre à nous depuis Glasgow, en Écosse, vient de se joindre à nous Hafid Boutaleb. Il est
Features Editor au Breakthrough Press à la Strathclyde University, donc à Glasgow. Bonsoir, Hafed Boutaleb, merci à vous de vous joindre à nous pour le débat. Bonsoir Khadija, bonsoir aux invités. Alors en fait, je vais vous poser la même question que je viens de poser, ou je vais la nuancer un peu peut-être aussi, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, le président algérien se rend à Moscou pour cette visite d'État, et quelques jours avant, eh bien, c'est le chef d'état-major qui reçoit le directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Russie. Alors, avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, qui devrait fournir des armes à qui? Est-ce que c'est à la Russie de fournir des armes à l'Algérie, ou peut-être que l'Algérie serait appelée à donner un coup de main à cette armée russe qui est en plein dedans et cette guerre dont on ne voit pas la fin? Je ne suis pas sûr que l'armée algérienne ou l'État algérien puisse aider la Russie dans cette guerre en Ukraine. En revanche, là où il y a une aide possible, c'est de la Russie vers l'Algérie. Et aujourd'hui, la visite de M. Tebboune, c'est aussi en partie pour gagner l'opinion publique interne. Les Algériens ont besoin, le peuple algérien, qui s'était exprimé pendant le Hirat, a besoin d'identifier son pays comme un pays non aligné. Comme a dit M. Adel, l'Algérie n'est toujours pas sortie de la guerre froide, oui, de la dialectique de la guerre froide. Et donc, il est nécessaire pour ce président de montrer peut-être que ce rapprochement avec la France a été très mal perçu par l'opinion publique. Il n'y a pas d'institut de sondage en Algérie pour pouvoir mesurer réellement l'opinion. Mais pour réagir à cela, l'exécutif algérien a envisagé ce rapprochement avec la Russie pour rassurer l'opinion publique algérienne, et notamment pour rester cohérent avec ce discours anti-impérialiste, de non-alignement, qui en réalité n'est pas pratiqué par l'Algérie, puisque nous savons que l'Algérie a de très bons rapports avec les Britanniques, avec les Français, avec les Américains, que British Petroleum est présente dans le Sahara algérien, que Total Fina Elf est présent dans le Sahara algérien, mais ces éléments de fait ne comptent pas dans le discours officiel. Le discours officiel n'est pas lié aux faits et à la réalité. Il est lié à toute une dialectique, à tout un storytelling, comme on dit, dans lequel on a dit aux Algériens depuis 60 ans qu'ils ont un rôle à jouer de non-alignement, notamment qui s'illustre par le soutien à ce qu'ils appellent la cause de Sahraoui, et donc ce ralentissement de l'intégration maghrébine, etc. Et donc, pour pouvoir justifier tout cela, il est important d'aller voir cet allié russe qui est aujourd'hui en grande difficulté, puisque c'est un pays qui est isolé, puisqu'il a commis le crime d'invasion par excellence, le crime par excellence dans le droit international, envahir un autre pays. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui, un peu pour pouvoir sauver les meubles et sauver les apparences, d'aller voir Poutine au moment de faiblesse, s'afficher avec Poutine, quitte à froisser un peu les alliés traditionnels, mais ça n'ira pas plus loin, puisque les rapports entre l'Algérie et la France et les pays occidentaux sont bien rodés et, en général, ne souffrent pas de ces petites crises ou crises diplomatiques qui peuvent survenir de temps à autre. Intéressant ce point de vue, Hafed Boutaleb, mais quand vous dites que ça ne risque pas de froisser, les alliés, je mets vraiment alliés entre guillemets de l'Algérie outre-Méditerranée, notamment la France, mais il y a ce fait, ce décret présidentiel qui remet à l'ordre du jour un couplet de l'hymne national algérien, un couplet que je vais vous lire. « Ô France, le temps des palabres est révolu, nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi, voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Soyez-en témoins, soyez-en témoins, soyez-en témoins. » Donc ça, c'est le couplet qui vient d'être réadopté par le régime algérien pour son hymne national. À noter que l'hymne algérien est le seul au monde à citer un pays étranger. Alors, Nabil Adel, pas de réaction de Paris depuis la sortie de ce décret il y a 3 jours. Alors, Paris ne fera certainement pas attention à la crise d'adolescence de certains généraux à Alger. Et je pèse bien mes mots. Et comme l'a dit c'est un décret présidentiel. C'est un décret présidentiel, mais comme l'a dit Boutaleb, les relations entre la France et l'Algérie sont très ancrées.
Et les comptes de beaucoup de généraux algériens se trouvent en France. Et la France a beaucoup de dossiers sur les dirigeants algériens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le dernier livre qui est sorti sur l'Algérie qui le dit. Donc maintenant, de temps en temps, il y a cette carte mémoriale que le président Macron a qualifiée de rente. De temps en temps, on fait un peu de surenchère. De temps en temps, on fait un peu de chantage sur cette rente mémorielle. Mais si l'Algérie voulait faire des actions un peu plus musclées, ce n'est pas en rappelant l'ambassadeur 36 fois à Alger et en le renvoyant en catimini 36 000 fois qu'on coupe des relations ou qu'on envoie un message clair. Est-ce que c'est cette impulsivité finalement des réactions algériennes qui fait que Paris ne réagit pas? Oui, tout à fait, parce qu'on voit que si vous prenez depuis que M. Tebboune est là, on parle de 2019, on enlève l'année 2020 où il y avait la Covid, donc on va avoir 2 années pleines. En 2 années pleines, je pense qu'ils ont rappelé l'ambassadeur 2 ou 3 fois. C'est vraiment pas le genre de choses qu'un pays normalement constitué fait. Mais maintenant, il y a beaucoup de nervosité et beaucoup de réactions dans l'attitude algérienne. Mais la relation avec la France est indispensable pour l'Algérie pour plusieurs raisons. Maintenant, le fait que de temps en temps, on appelle cette rente mémorielle pour faire un peu de surenchère, pour faire un peu de chantage à la France, ça fait partie de la politique extérieure algérienne. Aujourd'hui, le plus important, c'est quoi? C'est que cette visite de M. Tebboune en Russie est en train de changer la donne. C'est que M. Poutine va entraîner l'Algérie dans sa chute. C'est que c'est quelqu'un aujourd'hui qu'on essaie de montrer comme un paria, et la position des Occidentaux va aller en se durcissant jusqu'à aller soit avec nous, soit avec Poutine. Et l'Algérie ne fait pas attention qu'elle est en train de marcher dans le plat. Et qu'aujourd'hui, il y a des lignes rouges qu'elle est en train de franchir, que la communauté internationale ne permettra plus. D'ailleurs, il y a des sénateurs américains qui ont appelé à sanctionner l'Algérie parce qu'elle financerait indirectement la machine de guerre en Russie. Et donc là, en achetant des armes. En achetant des armes, et cette visite ne va pas aider parce qu'elle envoie le très mauvais signal et au mauvais moment. Donc aujourd'hui, les relations entre la France et l'Algérie sont des relations qui sont durables. D'ailleurs, je rappelle que le jour... Mais pourquoi, vous dites durable, mais pourquoi il y a toujours cet argument mémoriel qui revient, pas plus tard, et d'ailleurs jusqu'à l'Assemblée nationale, par rapport à la révision de l'accord de 68. Donc ce qui fait que, et du côté français aussi, il n'y a pas que les Algériens qui ressortent cette carte-là. Pourquoi c'est toujours la carte qu'on ressort? Écoutez, en relations internationales, on fait attention à ce qu'on fait et pas à ce qu'on dit. Quand on voit l'évolution des échanges entre l'Algérie et la France, quand on voit la densité des relations diplomatiques, quand on voit les positions réciproques, on comprend que c'est de la rhétorique. C'est-à-dire que quand on veut couper les relations avec un pays, le catalogue est clair. Okay. Et on commence d'abord par réduire la dépendance de ce pays vis-à-vis du pays avec lequel on cherche à couper les relations. Or, quand on voit depuis 1962, cette relation est allée en s'accentuant. J'allais dire tout à l'heure que quand l'Algérie a décidé enfin d'ouvrir son secteur financier dans les années 2010, il l'a fermé à tous les pays sauf à la France. Et aujourd'hui, je pense que la seule compagnie d'assurance étrangère présente en Algérie, c'est AXA. Oui, mais déjà en 2007, justement, ce couplet que je viens de vous citer a été définitivement retiré des manuels scolaires par Abdelaziz Bouteflika pour justement ne pas alimenter cette haine des écoliers envers la France. Alors qu'aujourd'hui, est-ce que c'est l'opinion publique, professeur Ben Khattab, c'est l'opinion publique finalement qui appelle à cette haine envers la France, ou c'est le régime algérien et du coup le régime algérien surfe sur cette vague-là populaire ou populiste? C'est un mode opératoire classique des régimes autoritaires de jouer justement sur la mémoire collective. Justement, la récupération de la mémoire collective et l'instrumentalisation de cette mémoire fait partie du jeu politique des régimes autoritaires dans la mesure où ils cherchent la légitimité là où il n'existe pas, justement dans la mémoire des gens. Puisque le régime algérien est incapable de se construire une légitimité politique et institutionnelle digne d'un État moderne, dans ce cas-là, on fuit dans la mémoire collective, dans l'histoire, dans les plaies, on ouvre les plaies justement historiques pour raviver un peu la mémoire et faire en sorte que
montrer aux gens, surtout à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, donc surtout cette question est destinée à la consommation interne, montrer aux gens que nous sommes devant un régime patriotique, un régime qui défend l'indépendance des Algériens et qui défend l'honneur des Algériens. Et on voit très bien que la question d'honneur se répète beaucoup dans le discours. D'ailleurs, l'honneur, c'est quelque chose d'obsolète dans les relations internationales. Dans les relations internationales, on ne parle pas d'honneur. On parle essentiellement d'intérêt, on parle aussi de partenariat, mais pas d'honneur. L'honneur revient chaque fois dans le discours algérien. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes devant un régime pratiquement, je le qualifierais d'une gérontocratie militaire. Donc ce sont des octogénaires qui décident du sort des millions de jeunes en Algérie. Ce sont des gens dont le niveau intellectuel est très bas, rappelons-le. Ce sont des gens qui ne sont pas sortis justement de la guerre de libération. Ils sont restés, il y a une fixation identitaire chez eux et ils arrivent mal à s'en sortir. Alors comment ils arrivent à le faire, c'est en fouillant dans l'histoire, dans les plaies des Algériens pour dire que nous sommes là justement pour défendre l'honneur des Algériens qui a été bafoué quelque part durant l'histoire. Le problème, c'est que cela manifeste aussi une certaine crise. Le régime algérien se trouve dans une cage d'acier. Il n'arrive plus à sortir des vieux sentiers qui sont déjà tracés depuis 60 ans maintenant. Le monde a changé, mais le régime algérien n'a pas changé. Les méthodes d'action, le répertoire d'action politique et diplomatique n'a pas changé. Donc nous sommes toujours devant des gens qui sont sclérosés en quelque sorte, fixés dans le temps, et on voit mal comment... D'ailleurs, la visite en Russie témoigne de cette fixation dans le temps. Et ils arrivent mal à comprendre que la Russie actuellement est en pleine difficulté, qu'elle n'arrive pas à trancher la guerre, justement, en Ukraine. Donc clairement, avec cette visite-là, l'Algérie prend la partie de la Russie. Clair et net, il le dit. Le président Tebboune, il l'a dit clairement lors de sa rencontre avec Poutine. Il prend, mais c'est purement discursive. On sait très bien qu'il ne peut pas le faire. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique l'ont dissuadé d'aller en Russie. Et pourtant, il est allé. Pourquoi ? Pour prêter allégeance justement à Poutine et montrer que nous sommes des alliés stratégiques. Et on parle d'un partenariat stratégique approfondi. Pourquoi faire ? C'est-à-dire on veut régénérer un peu, réactiver le partenariat classique qui existe avec la Russie. Tout cela pour montrer à la France que nous avons toujours une pièce de rechange lorsque les choses ne vont pas bien avec la France. Avec la France, c'est qu'Emmanuel Macron avait quand même déclaré qu'il ne demanderait pas pardon à l'Algérie. Il y a cette visite aussi du président algérien qui est attendue depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Elle devait se tenir en mai, puis repoussée en juin, qui est repoussée à une date ultérieure dont on ne connaît toujours pas l'exactitude. Hafed Boutaleb, un mot sur ces relations entre Paris et Alger et surtout sur la position de chacun vis-à-vis de l'autre. Parce qu'on connaît les considérations purement économiques de l'Élysée avec cette visite de 80% du gouvernement français qui s'est rendu en Algérie, mais on voit que quand même les choses coincent quelque part. Alors, rapidement, avant de passer aux relations franco-algériennes, je voudrais dire quand même que la Russie a envahi un pays souverain qui est reconnu par les Nations Unies, avec un gouvernement qui a protesté et qui continue de protester face à cette invasion, à résister. Et l'Algérie va soutenir ce pays agresseur. Alors que pendant 50 ans, ce même pays a refusé de construire quoi que ce soit dans la région ou d'établir des relations avec le Maroc, sous prétexte que le Maroc aurait envahi le territoire du Sahara marocain. Alors que nous savons très bien que ce territoire-là, lorsque les Marocains l'ont récupéré, il y avait l'Espagne qui était installée, les Espagnols, et c'est filmé, tout est là sur YouTube, les Espagnols ont baissé le drapeau espagnol, les Marocains ont monté le drapeau marocain, et ça a été signé, les accords de Madrid. Donc là où il n'y a pas eu d'invasion, le régime en Algérie a inventé une invasion, mais là où concrètement il y a une invasion aujourd'hui sur le terrain, les Ukrainiens le disent à toute la planète, les Algériens préfèrent soutenir
la Russie. Donc on voit bien qu'il y a des principes à géométrie variable et qui ne sont absolument pas liés aux faits et la réalité. Mais pour revenir aux relations franco-algériennes, la rente mémorielle, elle existe en Algérie, elle existe aussi en France. Il ne faut pas oublier que dans les élections, à chaque fois, la guerre d'Algérie revient, l'immigration revient. C'est surtout sur le volet migratoire que, justement, cet accord de 68 a été évoqué par la droite française pour qu'il soit revu. Alors que, bon, même dans les faits, il n'est pas vraiment appliqué, hein, cet accord. Il n'est pas vraiment appliqué, c'est un accord qui date de 55 ans, mais il faut rappeler que pour la droite française, il y a une rente mémorielle. Tout ce qui est en relation avec et la guerre d'Algérie, et le traitement des harkis, et l'immigration, et l'islam en France, tout cela, finalement, finit toujours par revenir au Maghreb, et principalement à l'Algérie. Donc, même en France, il y a une rente mémorielle. Donc, cette relation de « je t'aime, moi non plus », etc., entre l'Algérie et la France, ce sont les dirigeants des deux pays qui l'entretiennent. Et il y a, si on peut blâmer l'Algérie, bien sûr, il y a aussi, chez les élites françaises, beaucoup à dire. C'est-à-dire que la vision que la France a du Maghreb est totalement décorrélée par rapport à la réalité du Maghreb. On a du mal à croire que ça fait 2 siècles que la France et le Maghreb ont des relations lorsque l'on voit le niveau de savoir et de connaissance que les Français et que la classe politique française a du Maghreb. On a du mal à le croire. Ils ne connaissent rien de cette région alors qu'il y a 2 siècles de relations et qu'il y a 5 millions de Maghrébins en France. Ils n'y connaissent rien au Maghreb et ils n'ont rien pu faire. La France n'aurait jamais dû, si elle souhaitait défendre son rayonnement et la francophonie, il n'aurait jamais dû, les relations algéro-marocaines n'auraient jamais dû atteindre ce niveau-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que la France est totalement étrangère à cet état totalement délabré des relations algéro-marocaines. La France y est aussi pour quelque chose, et cette relation torturée, tourmentée, il y a des solutions pour pouvoir les contourner. De là où je vous parle, je suis dans un pays anglo-saxon, qui est l'Écosse, qui fait partie du Royaume-Uni. L'Écosse est gouvernée par un descendant d'une ancienne colonie, qui est le Punjab, dans le race britannique en Inde. Et le Premier ministre britannique, il est aussi d'origine indienne. Il y a des mécanismes d'inclusion qui n'ont pas pu être développés par les élites politiques en France. Et aujourd'hui, cette colonisation avec laquelle la France a du mal à tourner la page, l'Inde, c'était il y a 75 ans. Aujourd'hui, c'est totalement digéré au Royaume-Uni. La France, c'était il y a 60 ans avec l'Algérie, ça continue. Donc, il y a un vrai problème de part et d'autre. Il ne faut pas blâmer que le gouvernement algérien, même en France. Et donc, normalement, on aurait souhaité avoir quand même, notamment avec l'arrivée au pouvoir du président Macron, une nouvelle vision plus inclusive, d'ouverture, qui aurait permis de dialoguer entre Sa Majesté Mohamed VI et le président algérien. Mais tout cela n'a pas eu lieu. Et bien pire que cela, ça s'est bien dégradé, puisqu'aujourd'hui, même les relations franco-marocaines, et c'était jamais arrivé que les relations franco-marocaines et franco-algériennes soient simultanément en mauvaise situation. C'est une nouveauté, c'est sous la présidence d'Emmanuel Macron. Vous avez parlé justement de la responsabilité, ou de la faute d'ailleurs, aux dirigeants. Bon, d'un côté, il y a un président français qui a beaucoup de conseillers, notamment en ce qui concerne la politique étrangère de son pays. Il y a de l'autre côté les dirigeants d'Algérie. Alors comment ça se passe justement de l'autre côté? On veut s'arrêter sur cette responsabilité. Qui dirige l'Algérie aujourd'hui déjà? Nabil Adel. Alors il faut savoir que depuis l'indépendance de l'Algérie, et immédiatement après le coup d'État de Boumedienne, l'Algérie repose sur un triptyque. D'un côté l'armée, la présidence et les services de renseignement. C'est le triptyque qui gère le pays avec une forte dimension régionale. Tantôt ça doit être l'Est de l'Algérie, tantôt ça doit être l'Ouest. Ils s'alternent sur le pouvoir autour d'un élément central, à savoir la rente pétrolière. Alors, Bouteflika a réussi à faire la synthèse, et je pense que c'est le seul président qui était vraiment maître du jeu. On serait presque tenté de le regretter. Hein. Ouais, c'est vrai, mais ça n'a pas fait grand-chose pour le Maroc, mais on serait presque tenté de le regretter. Mais d'un point de vue historique, c'est le seul président à avoir dompté l'armée et les services de renseignement. Okay. Et à la fin, avant qu'il ne soit complètement paralysé, il était le vrai maître à bord. Avec sa disparition, Gaïd Salah est arrivé. Et il voulait recréer le schéma. Bon, on ne lui a pas laissé le temps. Et donc, aujourd'hui, cette triptyque est rené sous d'autres formes. Okay. D'un côté, une présidence pour la façade
démocratique et les relations internationales, et de l'autre, l'armée qui doit gérer, qui gère effectivement le pays, et toujours autour de la rente pétrolière, puisqu'aujourd'hui, pour comprendre la politique en Algérie, il faut voir le prix du baril. C'est ce qui explique la politique dans ses hauts et ses bas. Maintenant, spécifiquement avec la France. Vous savez, en analyse géopolitique, on n'est pas derrière les portes fermées quand la décision se prend. Mais on développe des mécanismes de lecture et des grilles qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui pourrait se passer derrière les portes. Bon, parfois on a raison, souvent on se trompe, mais supportez-nous. Alors, si l'Algérie a réintroduit un discours guerrier dans son hymne national et que la visite de M. Tebboune a été reportée, voire même annulée, c'est que la France se prépare à annoncer quelque chose qui n'est pas du tout du goût d'Alger. Donc c'est pas venu, c'est pas une coïncidence, ça n'a rien à voir avec la visite pour la Russie. Non. Et je pense que c'est un changement de la France sur le dossier du Sahara qui est en train de se préparer. Et c'est l'hypothèse. C'est l'hypothèse. De Nabil Adel. Oui, en tant que canaliste géopolitique. Oui. L'Algérie ne se met pas en état avancé de nervosité comme ça. On a vu ce qu'elle a fait avec l'Espagne. Du jour au lendemain, elle a arrêté. Et puis, l'Algérie ne s'énerve pas autant que quand c'est le Maroc et le dossier du Sahara. Alors, maintenant, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des éléments géopolitiques qui militent en faveur de cette hypothèse. C'est que la France est en train de perdre du temps. Elle sait que ce dossier est plié et que la reconnaissance américaine a donné un grand coup de pouce au Maroc. Maintenant, tous les pays arabes reconnaissent. L'Espagne, l'Allemagne, une bonne partie de l'Europe. Donc, et les provinces du Sud vont devenir rapidement presque le golfe Persique de cette façade atlantique où aujourd'hui les relations vont se situer entre la façade atlantique d'Afrique et la façade atlantique d'Amérique. Exact. Et la France est en train de perdre du temps sur un dossier qu'elle sait qu'il est clos. Donc je pense qu'elle n'est pas prête à continuer dans cette voie, à jouer à l'équilibriste, sachant que l'Espagne est en train de marquer des points, l'Allemagne est en train de marquer des points, les États-Unis sont en train de marquer des points, Israël est en train de se repositionner. Alors je pense que l'idée qui énerve les dirigeants d'Alger, c'est qu'il y a un changement de position de la France, sachant que le changement qui a vraiment cassé le mythe, c'est le changement espagnol. Parce que là, vraiment, on avait une partie prenante au conflit qui s'est rangée du côté du Maroc. Maintenant, la France n'est pas dans une situation aussi puissante que celle de l'Espagne, puisque l'Espagne est une partie prenante. Mais aujourd'hui, voyons le train avancer à une grande vitesse. Je pense que la France ne voudrait pas être en retard. Peut-être un commentaire sur cette hypothèse, professeur Ben Khattab, avant que je vous demande aussi, à vous aussi, votre lecture de la météo interne au sein du palais présidentiel de Mouradia. Donc la lecture qui a été faite est très logique, certes, mais rien ne présage, il n'y a aucune information qui confirme que la France est en train de préparer quelque chose. Jusqu'à présent, rien. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, peut-être, mais on ne peut pas construire des hypothèses sans information. Il n'y a pas d'information qui filtre et qui atteste justement de ce changement de cap de la France. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui filtre. OK. Alors maintenant... Mais il n'y a rien qui filtre aussi sur les motifs du changement de l'hymne national algérien. C'est-à-dire c'est venu out of the blue qu'on décide de remettre ce couplet qui a été enlevé en 2007 par Bouteflika, mais qui date. Hein, il a été adopté en 63 comme hymne national. Enfin, il date de 1955. Il y a des choses, il y a ce qu'on appelle le torchon qui brûle entre la France et ça, on le sait, parce que... Comme je l'ai dit. On ne le sait pas, parce que d'un côté, on a ces ambitions de rapprochement, on signe des conventions. Enfin, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Je veux dire, mais il y a la réalité. Mais il y a la réalité du jeu politique. Nous savons très bien que l'Algérie est gouvernée par l'armée. C'est ça que je demandais justement. Il y a une ligne dure qui ne veut pas se rapprocher de la France.
Mais il y a une autre ligne aussi qui veut le faire. Donc l'armée est tiraillée entre deux pôles. Et justement, ce manque d'imagination vient justement, diplomatique, vient de cette bipolarité au sein de l'armée. Les gens qui sont pour la France et d'autres qui sont pour la Russie. Donc le vieux discours de non-alignés, n'est-ce pas? Est-ce que le général d'armée serait sur la sellette? Vous savez, lorsque l'armée, c'est elle qui gouverne. Oui. Même mais il y a des fissures. Vous avez dit qu'il y a des désaccords au sein même de cette armée. Et c'est là où il y a le problème. C'est ça ce qui pousse, le régime algérien à devenir un peu nerveux et versatile aussi, changeant. Il change de tempérament rapidement parce que les jeux internes ne sont pas équilibrés. Donc parfois, ce sont les pro-France qui prennent le dessus. Parfois, il y a un certain équilibre des pouvoirs au sein de l'armée, entre les deux camps. Le changement n'arrive pas justement parce qu'il y a cet équilibre-là. Le régime politique n'arrive pas à se régénérer, n'arrive pas à recruter de nouvelles élites, justement à cause de cet équilibre qui est très très fragile, mais qui est là. Et le problème, c'est un équilibre entre des octogénaires, des gens qui sont à la fin de leur vie, en quelque sorte biologique, et pourtant, ils sont là, ils maintiennent les choses. Même lorsque l'ex-président Bouteflika était au palais Mouradia, il n'avait pas tout le pouvoir sur l'armée. Au contraire, c'est l'armée qui l'a sollicité lorsque l'Algérie est sortie de la décennie noire, n'est-ce pas? Et l'armée n'avait pas. Le problème de l'armée algérienne, c'est qu'il ne peut pas gouverner directement. Il doit gouverner à travers un écran, à travers un président. Voilà, à travers un président. Oui. À travers un président qu'il choisit elle-même. L'armée choisit toujours le président algérien. En parlant de choisir le président algérien. Bouteflika, on était un. Donc, il était là par coïncidence, parce qu'à un moment donné, on l'a chassé, puis on l'a sollicité. Pourquoi faire? Parce qu'il avait plus de légitimité politique. C'est quelqu'un qui connaît très bien le jeu politique algérien, et on l'a tout simplement sollicité. Et après, lorsqu'il a terminé son mandat, ou justement sa fonction, celle de stabiliser l'Algérie, ça y est. En fait, très rapidement, Bouteflika a, de par sa longévité au pouvoir, donc il a changé toutes les têtes couronnées de l'armée. Et lui ont toutes juré fidélité, parce qu'il est resté assez longtemps au pouvoir. Ceux qui étaient des colonels ou des commandants à son arrivée, c'est lui qui les a promus au grade supérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait Bouteflika quand il est venu? Il est venu à une seule condition. Bien sûr, il avait la légitimité de la guerre d'indépendance. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le dernier président algérien à avoir cette légitimité. Tous ceux qui vont venir après lui ne l'ont plus. Mais quand il est venu, contrairement à Boudiaf, il a compris le jeu. Il a éliminé successivement l'Ammari, Brelkhair, Nzar, et le dernier qui lui est resté, c'est Médine. C'est vrai qu'il est resté suffisamment longtemps, mais vers 2013, 2013 ou 2015, je ne me rappelle pas de la date, il a débarqué. Et Gaïd Saleh était très timoré pendant la présidence de Bouteflika, parce que c'est lui qui l'a ramené. Donc, il n'avait pas en face de lui les ténors qui étaient là du temps de Boudiaf et du temps de Benjdid, qui, eux, représentaient l'institution militaire dans toute sa splendeur. Quand il est arrivé, il a eu la chance d'avoir affaire à lui des gens qui étaient délégitimés par la décennie noire. Donc, il avait un ascendant plus facile sur eux, lui-même n'ayant pas participé à la décennie noire. Des gens qui avaient, par la force de la biologie, atteint un âge avancé. D'ailleurs, ils sont décédés, il ne reste que Nzar. Donc, ça lui a permis de faire le nettoyage. Et puis surtout, il a duré suffisamment longtemps. D'accord. En parlant de longévité, il y a aussi cette longévité incroyable du patron de l'armée algérienne, de l'actuel patron de l'armée algérienne, 20 ans maintenant qu'il est au grade de général-major, enfin chef d'état-major. Hafed Boutaleb, peut-être un mot aussi sur... parce qu'on est à 1 an des présidentielles en Algérie, et jusque maintenant, on ne voit pas vraiment d'appui de l'armée pour le président sortant, le président actuel. Est-ce qu'il y aurait, selon vous, peut-être
un désamour ou peut-être même qu'il y aurait un autre candidat qu'on voudrait porter au pouvoir, que le régime militaire voudrait porter au pouvoir et donc pousser pour ces élections présidentielles en 2024? Alors, il ne faut pas oublier qu'en 2019, l'Algérie a fait face à un mouvement populaire d'ampleur. Le régime algérien a fait face à un mouvement populaire d'ampleur qui est le Hirak. Le Hirak a pu être d'une certaine manière stoppé, voire tué même, par les arrestations de certaines figures phares. Beaucoup de figures. Oui, beaucoup de figures, la fuite de certaines personnes, notamment Amira Bouraoui, sa fuite est une des raisons de la brouille entre Paris et Alger. Et puis, il y a eu aussi le Covid qui avait imposé des restrictions partout dans le monde, notamment en Algérie. Donc, les manifestations avaient été interdites et puis c'est comme ça que le Hirak est fini. Mais il faut garder en tête que pour le régime algérien, le vrai risque, c'est de se retrouver avec un nouveau Hirak. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un moment très difficile et de terreur absolue pour ces dirigeants algériens, puisqu'ils se sont retrouvés avec le peuple qui disait, un des slogans, je me souviens, beaucoup de s'en souviennent, c'est Itnhaou Ga, ça veut dire qu'ils s'en aillent tous. Or, ce que l'on a vu, c'est que depuis l'élection de Abdelmajid Tebboune, justement, toutes ces personnes que M. Nabil Adel vient de nommer, Nazar, le général Nazar, Tchoufek Medienne et d'autres, Tartag, le général Tartag, ils ont été relaxés alors qu'ils avaient été condamnés quand Qaïd Saleh tenait l'armée. Et puis Qaïd Saleh est mort d'une crise cardiaque une semaine après l'arrivée de Abdelmajid Tebboune. Et puis toutes ces personnes qui avaient été poursuivis ont été relaxés. Et donc aujourd'hui sont revenus aux affaires. On sait que Medienne, on sait que Khaled Nazar, etc., sont aujourd'hui derrière Chenguereha. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un autre élément fondamental très important qui peut expliquer la réintroduction de ce couplet anti-France. C'est un discours sur YouTube de l'ancien leader islamiste qui est Ali Belhaj. Ali Belhaj était le numéro 2 et en réalité était l'homme fort du Front islamique du salut pendant la décennie noire et il était responsable aussi des événements avec les militaires. Hein. Il partageait la responsabilité dans cette dégradation totale des années 90 qui a mené à la décennie noire et des milliers, des dizaines de milliers de morts parmi les civils algériens. Et bien, Ali Belhaj, en avril, pendant le Ramadan, avait accusé l'armée d'être une création de la France, accusé les généraux militaires d'être une création de la France et il avait revendiqué être le vrai légitime, le vrai chef d'État légitime. Il l'a dit en avril. Ce qui s'est produit juste après, c'est l'arrestation de Ali Belhaj. Il est aujourd'hui neutralisé, puis il ne publie plus aucune vidéo sur YouTube alors qu'il en postait régulièrement. Et puis, un discours très alarmiste du chef d'état-major algérien, Chenguereha, qui a rappelé les conséquences et qui a rappelé les circonstances, je dirais plutôt, de la décennie noire et qui a brandi un carton jaune, peut-être même rouge, face aux islamistes qui écoutaient, aux islamistes qui sont toujours, les islamistes du fils, qui sont toujours en Algérie, mais qui sont dormants. Et puis, il y a cette une du journal Al-Watan, la semaine dernière, qui est un journal indépendant, qui était, en tout cas jusqu'à récemment, perçu comme étant le navire amiral de la presse libre en Algérie. Et donc, qui a posté la semaine dernière un rapport qui date de 2 ans et qu'il a posté comme si c'était un rapport très récent qui accuse des militaires, en tout cas, qui analyse le Hirak comme étant en grande partie guidé par des anciens membres de Al-Qaïda. C'est-à-dire qu'il a assimilé le Hirak à l'islamisme, Al-Qaïda, l'islamisme radical. Bon, oui. Donc ça aussi, ça peut expliquer une certaine nervosité au sein de l'Algérie, puisque si le mouvement du Hirak démocratique a été tué, on sait très bien souvent comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a un retour de mouvances plutôt extrêmes. Et donc, ça peut expliquer cette nervosité, ça peut expliquer cette distanciation qui est peut-être que sur la forme. Parce que concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas eu de sanctions, ni aucune réelle retour de bâton aux intérêts économiques français en Algérie. Donc, peut-être ça peut expliquer un petit peu cette volonté de revenir à des classique, c'est-à-dire le rapprochement avec la Russie, critique des pays occidentaux, et puis toujours parler de la Palestine, etc., sans bien sûr sur le terrain rien faire depuis des décennies. Rien n'a été fait, bien sûr, de la part de l'Algérie aux Palestiniens, mais le discours est là, c'est-à-dire c'est une rente
aussi, le conflit israélo-palestinien est une rente pour les dirigeants algériens. Le malheur des peuples, là où il est, c'est une rente pour les dirigeants algériens qui utilisent ça dans leur discours comme du beurre, un peu dans les épinards, comme on dit l'expression, pour toujours les rouages, hein, donc rôder les rouages, ça continue. Et donc cette intervention-là, et aujourd'hui, effectivement, le fils ou les restes de ce front islamique du salut constituent une menace sérieuse et pour Abdelmajid Tebboune et pour l'armée algérienne. Et donc, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a un désamour ou pas? Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le Hirak ne revienne pas et que la situation reste telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais, de toute façon, il ne risque pas de revenir. Si on voit les violations des droits de l'homme, et notamment des activistes du Hirak, mais pas que, des journalistes, il y a des centaines qui croulent sous les verrous aujourd'hui, et sous silence total de la communauté internationale. Oui, Hafid Boutaleb. Il y a des hommes d'affaires aussi qui sont sous les verrous. Absolument. Alors, non, mais ce qui est intéressant, c'est que pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y a ce commissaire européen qui se rend, le chef de la diplomatie européenne qui se rend en Algérie. Alors, tout est discuté. C'est bien sûr les exportations de gaz et de pétrole. Et on ne parle pas de la situation des droits de l'homme, en sachant qu'une session de la Commission des affaires étrangères de cette même Union européenne a souligné la dérive répressive du gouvernement de Abdelmajid Tebboune. Alors, pourquoi autant... Et sans oublier, bien sûr, ce fameux rapport d'il y a un mois du département d'État américain, dégradation des droits de l'homme du régime militaire d'Alger, les violations dont sont victimes les réfugiés, mais aussi les groupes vulnérables. Bref, aujourd'hui, l'Algérie est pointée du doigt. Il y a même un rapport de l'ONU. Alors que personne ne réagit, on continue de signer des contrats pour le gaz et le pétrole. Nabil Adel. Vous répondez à la question. Oui, mais bon. Voilà, non, mais c'est-à-dire qu'il y a il y a un grand questionnement par rapport à cette justice à deux poids, deux mesures. Il n'y a pas de grand questionnement. Vous avez des parlements qui n'ont aucun pouvoir, qui dénoncent. Ouais. Et vous avez des gouvernements qui ont le pouvoir, qui signent des contrats. C'est aussi simple que ça. Voilà, vous répondez à ma question. C'est aussi simple que ça. Si on ne doit faire des affaires qu'avec des régimes qui respectent les droits de l'homme, on ne ferait pas beaucoup d'affaires dans ce bas monde. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle ce sont des cartes qu'on brandit de temps en temps pour intimider certains régimes, et tout en espérant qu'ils continuent sur cette voie. Parce que le jour où ils respecteraient les droits de l'homme, on n'aura pas de carte de chantage. Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, le fait que l'Europe cherche à sortir de la dépendance gazière et pétrolière de la Russie lui impose de chercher d'autres voies et lui impose de fermer l'œil sur un certain nombre de pratiques. Même si ces voies-là sont alliées de cette même Russie. Non, mais comme on dit, l'argent n'a pas de couleur. À partir du moment où ça continue de couler, même si c'est la Corée du Nord qui va nous envoyer du pétrole, on ne dira pas non. D'accord. Donc ce sont des contingences qui font qu'aujourd'hui, l'Algérie peut un moment respirer, parce qu'on a par rapport à cette question des droits de l'homme. Voilà, parce qu'on a besoin de son gaz et de son pétrole. Toujours, comme l'a rappelé Sebotalb, quand Chengreh a dit attention, les islamistes sont là, ils peuvent revenir, ça résonne bien en Europe. Okay, donc ça, attention, la bête est toujours féconde. Et donc ce triptyque de nous sommes là pour contenir la menace islamiste et les émigrés, et en même temps on vous donne la manne pétrolière et vous avez la recette pour fermer les yeux sur toutes les exactions de droits de l'homme. De temps en temps, vous allez avoir une association qui va sortir par-ci, un parlement qui va condamner par-là. Mais si on devait être cohérent, le Parlement condamne, le gouvernement qui est censé être l'émanation de ce Parlement doit suivre sur cette voie. Ce qui est intéressant, c'est que, puisque vous parlez de cohérence, il y a eu cette incohérence toute récente lors d'un entretien à la chaîne Al Jazeera. Le président algérien a affirmé que la sécurité du pays repose d'abord sur une économie puissante. Aux militaires de répliquer directement, la sécurité de l'Algérie repose sur son armée. Professeur Ben Khattab, pour clore ce débat. Effectivement, la sécurité de l'Algérie repose sur son armée essentiellement. L'armée de libération algérienne, l'armée populaire. Donc, nous ne sommes même pas devant une armée professionnelle. C'est une armée du peuple. C'est une armée, et c'est là où réside le vrai
la vraie problématique du régime stratocratique algérien. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez une élite militaire qui gouverne, la guerre est là, le spectre de la guerre est là. Pourquoi? Parce que les militaires qui ne sont surtout pas professionnels, donc je parle de militaires populaires, comme l'armée populaire algérienne, la guerre, dans ce cas-là, devient l'honneur, devient un champ d'honneur pour ces grands patriotes. Et donc, c'est pourquoi il y a toujours le spectre de la guerre et la récupération du discours belliqueux qui est là pour se trouver une légitimité dont le régime n'a pas. Le vrai problème, c'est que l'armée algérienne vieillit, elle a un équipement et un armement obsolète. Et on l'a vu puisque l'armement algérien vient de la Russie. Et la Russie, on voit très bien que son armada n'a pas pu véritablement trancher une affaire qui était au départ d'une semaine, changer le régime en Ukraine, et le tour est joué. Ça n'a pas marché. Maintenant, ça fait 18 mois ou 17 mois que la guerre est là et il n'y a pas d'issue. On voit très bien que l'art opératif russe ne fonctionne plus. Mais on continue d'y croire. Voilà, en Algérie tout de même. Exactement. Un dernier mot, on continue d'y croire aussi, mais il y a très très peu de chances de nous permettre d'y croire, c'est ce Maghreb. Un dernier mot en moins d'une minute, Hafed Boutaleb, c'est cette Algérie qui continue d'hypothéquer les chances de cette union maghrébine. On voit très bien que la logique au sein du régime algérien ne changera pas et ce n'est pas demain que ça changera. Donc moi, j'encouragerais un peu notre diplomatie qui a ses outils, qui a ses mécanismes de travail. Je l'encouragerais à se rapprocher de l'Égypte. Il est nécessaire de revoir cette idée du Maghreb aujourd'hui puisqu'elle n'aboutit à rien. Ça fait 30 ans que c'est un stalemate, donc un cul-de-sac. Et donc, personne n'en retire aucune retombée, alors que normalement le Maghreb aurait dû avoir des retombées très positives pour les populations locales. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui de revoir la philosophie. Et je dirais que pourquoi pas taper à la porte des Égyptiens, qui eux aussi ont besoin d'une meilleure intégration régionale, essayer de construire au sein de l'Afrique ce que l'on peut avec les équilibres géopolitiques qui nous sont imposés, qui nous dépassent. Voilà. Merci Hafed Boutaleb, Features Editor à Breakthrough Press. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé à ce débat. Avec plaisir. Et mes remerciements, bien évidemment, au professeur Hamid Ben Khattab, président de l'Association marocaine des sciences politiques. Merci d'avoir enrichi le débat et bien sûr à vous également, Nabil Adel. Toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Et merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.